À la une de l'actualité ce soir, le recul du taux de criminalité dans l'est du Burkina. La région n'est plus considérée comme le Far West des attaques à main armée. Un changement que le ministre de la Sécurité a voulu vérifier ce week-end. Simon Compaoré vient donc de boucler une tournée dans la région. Ces progrès se traduisent par non seulement le recul de la criminalité, mais aussi le règlement de certains conflits sociaux et des pratiques comme le trafic de mineurs. Vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, c'est connu, le Burkina Faso connaît un déficit céréalier, un gap estimé à environ 72 000 tonnes. Mais dans certaines localités qui sont excédentaires, la mesure protectionniste décrétée par le gouvernement fait des effets. Cependant, on commence à assister à une relative hausse des prix, d'où cette insistance des populations à intensifier les contrôles des populations qui se sont confiées à nos reporters sur le terrain. À Belleville, un quartier de Bobo-Dioulasso, la vie n'est pas aussi belle du fait des problèmes récurrents d'accès à l'eau potable. Trouver l'eau potable dans certaines zones de la ville est un calvaire pour les habitants. Ils sont obligés de parcourir des distances à la recherche de la denrée. Le cauchemar de ces populations de Belleville à retrouver dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. La fin de la tournée du ministre de la Sécurité dans l'Est du Burkina, Simon Compaoré, qui a pu au cours de son périple se rendre compte des progrès dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie du pays. Des progrès qui se traduisent par non seulement le recul de la criminalité, mais aussi le règlement de certains conflits sociaux et de pratiques comme le trafic des mineurs. Adama Guiti, Yarkiteda. 360 cas d'attaques et agressions à main armée en 2016 contre 355 en 2015. La région de l'Est en proie au grand banditisme dans un passé très récent. Un sursaut d'orgueil s'impose, les forces de défense et de sécurité d'abord, mais souvent très limitées. Il faut alors voler au secours de l'État central, et le Conseil régional de l'Est l'a fait. On a décidé d'équiper la police nationale régionale et la gendarmerie régionale en moyens roulants. Parce qu'à un certain moment, au niveau de Maïdouari, il y a eu braquage. Et moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la gendarmerie locale. Ils n'avaient pas de moyens pour y aller. Dans les communes, les élus locaux ont également agi. Des locaux sont construits ou loués et mis à la disposition de la police. Dans d'autres localités, des parcelles sont octroyées gracieusement. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et vous savez qu'il fut un moment où les partenaires techniques et financiers ne voulaient même plus venir dans la région de l'Est pour les problèmes d'insécurité. Et nous sommes dit, si nous voulons que les partenaires continuent de fréquenter notre région, si nous voulons qu'il y ait toujours des investissements, il faut que nous puissions accompagner l'État dans le domaine de la sécurité pour encourager les partenaires à venir et fréquenter notre région. Je crois que c'est cette façon-là aussi qui peut permettre d'aller plus loin. C'est là également un exemple qui demande à être dupliqué sur toute l'étendue du territoire du Burkina. Tous ces efforts ont permis de faire reculer drastiquement le grand banditisme. 360 cas d'attaques notifiés en 2014, 24 ont été enregistrés en 2017 par les services de la police et de la gendarmerie. La collaboration des populations et récemment les groupes d'autodéfense a été d'un apport capital pour les FDS selon elle-même. C'est pourquoi dans sa tournée, Simon Compaoré a tenu à leur rendre hommage. Partout où nous sommes passés, on m'a dit, les policiers m'ont dit, les gendarmes m'ont dit, nous et les Kodoro, même combat. Pangou, Tibga et Diabo, dernière localité de la région de l'Est, visitée au petit matin du samedi 12 janvier 2018, Simon Compaoré a beaucoup insisté sur la collaboration avec les populations. Avec sa sortie à l'Est, Simon Compaoré a bouclé l'ensemble de 13 régions et compte trouver des solutions aux préoccupations soulevées au cas par cas et par rapport à la spécificité de chaque localité.
Une tournée qui a permis aussi de voir les progrès en matière de réalisation d'infrastructures comme le poste de police frontière de Kantiari à la frontière avec le Niger. Non seulement ce sont des locaux, mais aussi du matériel de communication qui ont été réceptionnés à l'occasion. Adama Giti, Yarkiteda. Le poste de police frontière de Kantiari change désormais de visage. Les deux bâtiments ont été réhabilités et électrifiés à partir d'une centrale solaire de 8 kVA installée sur place. Le personnel ne va plus tâtonner. 6 postes de travail équipés et un poste superviseur ont été installés avec un système d'analyse des données et des informations migratoires. Le projet est du Japon et mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Le poste de Kantiari est un poste qui reçoit beaucoup de flux de personnes qui entrent et qui sortent, et ce qui fait que quand même il était opportun de mettre en place un système d'information, et en même temps avec ce système d'information qui est connecté à Interpol, les agents pourront détecter aussi les personnes qui sont suspectes, qui sont peut-être fichées au niveau international. Le système d'appoint va apporter une plus-value dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Foi de Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, qui pense déjà que le flux migratoire au niveau de cette frontière avec le Niger va être maîtrisé. On est très heureux. Entre le Niger et le Burkina, vous savez que tous les deux pays connaissent des problèmes en matière de migration, connaissent des problèmes de terrorisme, de grand banditisme. Ce système-là est connecté à un autre système qui est à Ouagadougou et ça permet de faire le balayage. La réhabilitation du poste de police frontière de Kantiari fait partie d'un ensemble de projets dont le coût total est estimé à environ 300 millions de francs CFA et financé par la République du Japon. Il a permis entre autres de renforcer les capacités des FDS et les populations à la frontière, le tout sur fond d'entente entre les deux parties pour faire du poste un véritable vecteur de lutte contre les pratiques illicites. En politique, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, décidé à marquer sa présence sur la scène politique. L'ancien parti au pouvoir, désormais dans l'opposition, compte poursuivre la relance de la restructuration du parti. Un congrès extraordinaire est prévu en 2018 pour désigner un nouveau bureau pour le CDP. On fait le point avec Nongba Kouda et Zoubaviel David Abiré. « 2017, année d'intense activité politique au Congrès pour la démocratie et le progrès. Les premiers responsables du parti de la DABA et de l'EPI font le bilan d'une année essentiellement consacrée à la restructuration du parti avec en toile de fond la tenue régulière des sessions, la mise en place des structures déconcentrées, l'opérationnalisation du siège du parti saccagé en octobre 2014 et surtout des prises de position claires sur les questions d'intérêt national selon Achille Tapsoba. Bref, une année réussie sur le plan politique selon le Bureau politique national. Pour autant, les responsables du CDP ne comptent pas dormir sur leur laurier en 2018, année charnière pour le parti au regard des défis à relever. En termes de perspective, nous avons encore souligné le fait que nous avons besoin de parachever la mise en place des structures de base au niveau des villages, des secteurs. Nous avons besoin de continuer la relance des activités du parti et donc à travers l'animation politique nationale. Nous avons souligné également en termes de perspective la nécessité pour notre parti de poursuivre le travail de formation politique et enfin pour notre parti de tenir son 7e congrès ordinaire à bonne date. Et pour relever ces défis, Achille Tapsoba compte sur la mobilisation des militants et la discipline dans le parti. Un parti qui devrait bientôt tenir son congrès extraordinaire pour désigner son président et son staff dirigeant. Pour l'occasion, militants et responsables politiques du CDP se sont formulés des vœux pour le nouvel an, non sans fustiger la gestion actuelle du pouvoir. De leur côté, les militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, se font sentir à s'appuyer dans le zéro et ils sont attentifs à la prise en compte de leurs préoccupations dans la mise en œuvre du PNDS. Et ces préoccupations, ce sont surtout des réalisations sanitaires, éducatives, mais aussi l'accès à l'eau potable. Gérard Sommet, Oumou Sissé. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP renforce son ancrage local dans le zéro. À cette rentrée politique,
Ils étaient nombreux les militants à faire le déplacement à Sapuy, avec en ligne de mire échanger autour des acquis du PNDES dans la province et demander leur contribution pour la réussite de ce référentiel de développement. La contribution des militants, c'est surtout de veiller à ce que les réalisations qui sont faites dans le cadre du PNDS le soient correctement faites. Donc c'est d'attirer effectivement l'attention de nos dirigeants sur nos besoins réels, mais également d'attirer l'attention aussi des dirigeants sur la répartition géographique donc, des réalisations donc, du PNDS au niveau de notre province. Des réalisations, le Ziro en a profité selon Ren Sakandé, mais la province a beaucoup d'autres priorités. Quand je prends le cas de l'enseignement, il y a des efforts qui sont faits, mais des efforts encore restent à faire, parce que jusqu'à présent, on a encore des villages qui sont sans école. En termes d'eau potable, nous sommes une province qui est très bien arrosée, mais nous pensons qu'il y a quand même des AEPS qu'on peut nous faire. Il y a également des barrages qu'on peut réaliser au niveau de notre province qui puissent nous permettre d'avoir de l'eau. Quand je prends également le niveau donc, de la santé, en termes donc d'infrastructures, nous ne sommes pas vraiment nantis. Et aucune province ne sera oubliée dans les réalisations du PNDES. Et d'ici 2020, ils soutiennent que le Burkina Faso connaîtra une avancée significative dans tous les secteurs de développement. À Bobo-Dioulasso, les populations de Samandéni affectées par les travaux du barrage de en construction souhaitent que le médiateur du Faso intercède auprès des autorités pour la résolution d'une crise qui les oppose à ces autorités. Ce groupe de population affirme être victime d'une injustice dans l'indemnisation et réclame réparation. Explication, Kadouro Menki. 2 heures d'horloge, c'est la durée des échanges entre le médiateur du Faso et une délégation des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni. Un groupe mécontent du fait de l'emprisonnement de 45 des leurs suite à des mouvements d'humeur. Nous avons agi sous l'effet de la colère. Nous demandons pardon. Nous voulons que le médiateur du Faso nous aide à libérer ceux qui sont en prison. Tout en prêtant une oreille attentive à leurs requêtes, le médiateur du Faso invite les différentes parties au dialogue. Elle signale tout de même que force reste à la loi. Nous les avons conseillé surtout de ne plus utiliser la méthode conflictuelle pour résoudre une divergence ou même une incompréhension. D'aller toujours vers le dialogue, vers la communication, pour qu'ensemble nous trouvons des solutions. L'institution médiateur du Faso est justement disponible pour gérer ce cas de problème et trouver les solutions aux équations qui sont difficilement gérables ou qui sont très sensibles. Vraiment, nous les remercions déjà de cette disponibilité, de cet engagement qu'ils prennent pour ne plus commettre ce genre de délit. En attendant une issue favorable pour la résolution de cette crise, Saran Seremé-Siré promet de poursuivre le dossier en collaboration avec ses équipes techniques. À Béguédo, dans le Boulgou, l'heure est à la réconciliation après les violences consécutives aux élections municipales. Les conseillers de la commune souhaitent enterrer la hache de guerre et ne voir que le développement de la localité. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. La commune de Béguédo célèbre la réconciliation des populations après la crise électorale de 2016. En 2017, la reprise partielle des élections ont finalement porté un conseil municipal à la tête de la commune. Sous l'impulsion de Béatrice Barra, les divergences politiques font place à l'action pour le développement. C'est en même temps une cérémonie de réconciliation de toute la population pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement de la commune. Les grands chantiers au niveau de la commune de Béguédo, c'est surtout l'eau et l'assainissement et le côté sanitaire. Voilà. Et nous avons besoin de routes. Pour la paix, tout le monde s'emploie. Coutumiers, population et politique appellent à l'union sacrée. Nous appelons à l'union des cœurs. Parce que pour nous, les querelles incessantes
pénalise beaucoup l'avenir de nos enfants. Et nous sommes là aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour un avenir meilleur, non seulement pour le Boulgour, mais également pour le Burkina Faso. Ils doivent envisager maintenant l'avenir avec sérénité. L'avenir avec sérénité suppose que l'ensemble des fils et des filles travaillent main dans la main pour faire le bonheur des populations. Les conseillers municipaux sont là, une occasion pour les électeurs de se familiariser avec leurs mandataires. Dans la réussite de son programme Voix de changement, l'ONG néerlandaise SNV a besoin de soutien. Elle vient donc de conclure un accord avec 4 organisations de la société civile burkinabé, puisque le programme Voix de changement a pour ambition d'aider ces OSC à participer et contribuer efficacement dans les débats et stratégies, non seulement, mais aussi au processus d'élaboration des politiques agricoles et leur mise en œuvre. Qui sont ces OSC partenaires et quelle sera leur contribution? On en parle avec Gérard Sommet et Oumou Sissé. C'est le fruit d'un travail de l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Une signature de charte pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. À travers cette signature, 4 organisations de la société civile s'engagent à initier des actions de plaidoyer pour gagner cette lutte. Nous partons ensemble et nous sommes unis. Et c'est la même chose, nous disons, de penser le politique et seraient d'accord avec nous. L'engagement que nous venons de prendre par cette signature, c'est nous mettre à côté des producteurs pour qu'il y ait des produits de très bonne qualité proposés aux consommateurs. Et pour l'atteinte de leurs objectifs, les signataires de cette charte peuvent déjà compter sur le réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle. La relation qu'il y aura entre ces OSC signataires de la charte et le réseau des parlementaires, c'est que nous les accompagnons dans le plaidoyer pour l'amélioration des conditions alimentaires de la population. Et nous restons ouverts pour tout accompagnement. Cette signature de charte entre dans le cadre du programme Voix pour le changement, un programme conçu par la SNV et qui s'étend sur la période 2016-2020. C'est connu, le Burkina Faso connaît un déficit céréalier, un gap estimé à environ 72 000 tonnes, mais dans les localités qui sont excédentaires, la mesure protectionniste décrétée par le gouvernement fait des effets. Cependant, on commence à assister à une relative hausse des prix. D'où cette insistance des populations à intensifier les contrôles. Nongba Kouda et Draman Dadian sont allés comprendre pour nous. Reportage. La Sicile, l'une des provinces dites excédentaires, au moment où la production céréalière nationale est en baisse de 0,32%. Pour ce producteur, un habitué des grandes moissons, 2017 ne lui a pas porté chance. Et ses attentes vouées à l'échec. La campagne agricole n'a pas été bonne pour moi. Pour avoir investi près de 2 500 000 francs CFA, je n'ai récolté que 160 sacs de maïs dans ce champ de 20 hectares. Avec la même somme injectée l'année dernière, j'ai eu plus de 300 sacs de maïs. J'ai de quoi couvrir les besoins de ma famille, mais c'est une production à perte. Et pour cause de la mauvaise pluviométrie et l'invasion des chenilles légionnaires. Qu'à cela ne tienne, le taux de couverture des besoins céréaliers de cette partie du Burkina est évalué à plus de 150%. A priori, pas de famine à l'horizon. Je peux dire qu'il y a eu bonne moisson, mais pas excellent, comme par exemple la campagne passée. Nécessairement, sans contrôle du tout, le risque, puisque tout le monde voit là où ça va. Mais pour le moment, c'est plutôt à l'intérieur du pays. Parce que jusqu'à récemment même, il y a du maïs du Ghana même qui vient s'ajouter toujours un peu. Mais à la longue, souvent la tendance peut s'inverser avec le temps. Et même à l'intérieur, si on ne prend pas garde, si beaucoup doivent partir, nous-mêmes on peut se retrouver
en difficulté. Je viens acheter le sorgho et le maïs ici au marché de Léo pour les écouler ensuite à Kaya. Il faut au moins débourser 16 000 francs CFA pour le sac de 110 kg. Et pourtant, l'année passée, à la même période, je prenais ça entre 13 000 et 13 500 francs CFA. La mesure protectionniste du gouvernement pour faire face au déficit céréalier est déjà en vigueur. Mais ici, la tendance est plutôt à l'entrée des tubercules et des céréales du Ghana voisin. Mais pour en procurer, il faut y mettre du prix. On avait vraiment eu peur, mais à la grâce des Ghanéens, on voit que ça va. Par rapport à l'année passée, on voit que c'est un peu cher par rapport à l'année passée. Mais comme il y en a, on peut dire Dieu merci. On ne s'attendait pas à cela. Des céréales en provenance du Ghana, on en trouve un peu partout à Léo. Des Ghanéens contents de faire de bonnes affaires, mais tristes quant à la rigueur du contrôle sur le sol burkinabé. Au Ghana, le sac de 110 kg vous fait entre 12 000 et 12 500. Alors qu'à Léo, on arrive à écouler ça à 15 500 francs CFA. Mais sincèrement, on a des soucis avec les différents contrôles des forces de sécurité côté Burkina. Enregistrement des engins et vérification des identités. Il s'agit d'un simple contrôle de routine, dit-on, dans les différents postes frontaliers. Nous sommes dans une zone à forte production agricole et ce piquet est une représentation de la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana. Une représentation physique certes, mais qui n'efface pas cette relation séculaire qui existe entre les deux peuples. Pour combler le gap, le salut pourrait venir des cultures de campagne sèche, comme c'est le cas dans la région du Sud-Ouest. Ils sont nombreux ces producteurs qui s'adonnent à la culture de maïs, du manioc ou des légumes. Une de nos équipes a rendu visite aux producteurs de Dikando sur les rives du fleuve Poni. Constat avec Kinyas Bado et Issa Kanana. Installés aux abords du fleuve Poni, Yulgour et Yul exploitent depuis de nombreuses années quelques périmètres aménagés. Il y cultive depuis lors des céréales et quelques produits maraîchers. Tout comme lui, ils sont plus d'une trentaine de producteurs à tirer profit de ce cours d'eau situé à quelques encablures de Gawa, surtout en cette campagne agricole de saison sèche. Je suis à 1 hectare d'abord, mais il y a des superficies qui restent que je vais mettre en place. Si bien que l'eau ne s'arrive pas au bas-fond, et je vais remettre les restants là en place. 1 hectare, tu as à peu près 40 sacs. En saison sèche. Ça veut dire si tu l'appliques normalement ce que les techniciens vous disent. En saison sèche, 1 hectare, j'ai dit 40, mais ça va être plus. C'est vrai que souvent on n'arrive pas à tout calculer, nos charges et nos revenus, mais néanmoins on pense que bon, comme souvent on gagne à manger et de temps en temps on peut vendre 1 ou 2 sacs, bon, peut-être on pense qu'on a un peu gagné. Car cela ne tienne, ces producteurs disent être confrontés à de nombreuses difficultés, entre autres le manque d'intrants et l'assèchement précoce du cours d'eau. En février, avril, mars, s'il n'y a pas les premières pluies, donc au fleuve, tu peux promener comme tu veux, il n'y a rien. Même si tu as mis 10 hectares, tu n'as rien. Donc ce qui fait qu'on met beaucoup de réserves parce que si on élargit trop nos productions et que bon, l'eau manque, la perte est énorme. Voilà, c'est vraiment l'eau n'est pas pérenne. Une situation qui les oblige à recourir à des solutions de fortune avec l'espoir que l'État viendra un jour à leur secours. Chaque année, à partir de septembre, on fait ça pour pouvoir recalmer l'eau là. Pour les travaux du jardinage et les éleveurs, totalement pour tout le monde. S'il n'y a pas ça à l'air que nous sommes arrêtés ici pour dire une vérité, l'eau coule. Vraiment, s'ils peuvent nous aider pour l'eau, vraiment, ça va vraiment nous aider. Parce que ne serait-ce que faire un bouli qui va vraiment nous aider à faire la production en saison sèche. Voilà, c'est vraiment un cri de cœur.
Un cri de cœur qui semble être entendu par les premiers responsables en charge de l'agriculture dans le sud-ouest. Il y a de bonnes perspectives pour la réalisation d'un seul dépannage à Gikando pour pouvoir résoudre le problème de soit peu. Voilà, réduire le problème, je ne peux pas parler de résolution totale, parce que quand il y a un point d'eau, il y a plus de personnes qui exploitent. Et c'est prévu en tout cas pour l'année 2018 avec le ministère. Ça va vraiment apporter un ouf de soulagement aux différentes populations. Et pour cette campagne agricole sèche, il est prévu également l'aménagement de plus de 10 hectares de maïs et de 15 hectares de riz à Bapla dans la province de la Bougriba, foi du directeur régional de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du sud-ouest. À Belleville, un quartier périphérique de Bobo-Dioulasso, trouver de l'eau potable dans cette zone de la ville est un calvaire pour les habitants. Ils sont obligés de parcourir des distances à la recherche de la denrée. Moumouni Baro nous raconte ici le cauchemar de ces populations de Belleville. L'accès à l'eau potable, un cauchemar pour les populations des zones périphériques de Bobo-Dioulasso. C'est le cas dans le quartier Belleville, nouvellement loti dans l'arrondissement 7. Ici, il faut compter sur ses muscles pour avoir cette denrée qui est pourtant source de vie, dit-on. Nous allons chercher l'eau à Lafiabougou ou à Belleville. C'est difficile. Il y a une fontaine à Samara. Mais le problème là-bas, il y a une grande affluence. Nous assistons souvent à des scènes difficiles qui aboutissent à des querelles. Souvent, nous restons de 10 heures jusqu'au soir pour avoir quelques bidons d'eau. Le problème d'eau est criard ici. Cette restauratrice ne dira pas le contraire, car, dit-elle, le manque d'eau est un véritable casse-tête pour elle. Sans l'eau, nous, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas l'eau seulement, nous, on ne peut pas travailler, on souffre. On peut aller aligner jusqu'à 22h, 23h comme ça. Ça n'arrange pas une femme mariée. C'est risquant même. Face à ces difficultés, tous les regards sont tournés vers la municipalité. Depuis un certain temps, il y a eu des lotissements. Il y en a qui n'ont pas été attributeurs et qui se sont sentis lésés. À tort ou à raison, nous comprenons effectivement cette situation. Et aujourd'hui, il y a des difficultés pour pouvoir prolonger les conduits d'eau. Et ça, c'est une réalité. Il faut noter aussi que, de par le passé, il y a eu l'aménagement du territoire, communément appelé le lotissement, et sans mesure d'accompagnement. L'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, les services chargés de la distribution d'eau potable dans la commune, dit être, elle aussi confrontée à un double problème, notamment les questions financières et d'accessibilité. Le lotissement, la plupart du temps, n'intègre pas effectivement l'ONEA dans la démarche. Et une fois que c'est loti, c'est en ce moment que nous recevons les plans pour dire qu'effectivement, il y a une zone qui est lotie. Et il faut amener l'eau. Ces zones nouvellement loties ont toujours des gens, les voies ne sont pas dégagées. Donc il est pratiquement impossible à l'ONEA de venir dire à quelqu'un de se lever pour que nous passions nos tuyaux. Deuxièmement, il y a la question financière. Voilà. Parce que pour effectivement faire une extension, il faut des ressources. Belleville, en pleine construction, mais confrontée à un problème d'eau. Des forages comme infrastructure d'appoint sont envisagés pour soulager les habitants. L'une des solutions rapides, c'est effectivement de voir comment réaliser des forages dans ces quartiers périphériques-là. Mais il faut dire qu'il y a un problème de moyens. En attendant cette solution palliative, le cauchemar de la population continue. Mais pour combien de temps encore cela va-t-il durer? Les dessous de la révolution voltaïque racontés dans le livre par Lona Charles Ouattara, un militaire à la retraite et député à l'Assemblée nationale. Son ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan, dénonce les travers de la révolution d'août 1983 au Burkina et met en lumière les tares des armées africaines comme celle du Burkina. Il a présenté son livre ce 12 janvier à Ouagadougou en présence de Boumanébié. Les dessous de la révolution voltaïque, la mélancolie de la victoire, c'est le titre du tout nouvel ouvrage
l'ouvrage de Laurent Charles Ouattara, actuellement député à l'Assemblée nationale. L'auteur commence par expliquer ici les raisons du choix du sous-titre de son ouvrage « La mélancolie de la victoire », un titre qui fait allusion aux dures épreuves qu'il a traversées depuis son enfance à sa vie professionnelle. Pourquoi la mélancolie donc de la victoire? La victoire, c'est d'abord quoi? C'est ma réussite sur la résistance de mon papa qui ne voulait pas me mettre à l'école primaire. La part de mélancolie, c'est d'abord le fait d'avoir été déraciné de ma culture d'origine, culture sénifo, que j'adore beaucoup, mais étant parti à l'école, j'ai dû abandonner une bonne partie. Ça, c'est une part de mélancolie. Une autre part de mélancolie, c'est l'armée pour laquelle je rêvais de bien servir. Cette armée, à partir de 1983, a été politisée à outrance. C'est une œuvre dans laquelle Laurent Charles Ouattara parle de sa formation d'officier et surtout de sa participation à la guerre Mali-Burkina en 1974-1977. Dans l'ouvrage, des insuffisances dans le fonctionnement de l'armée burkinabé sont soulevées et la révolution voltaïque d'août 1983 critiquée sévèrement par l'auteur. La période du CNR a été complètement occultée dans notre histoire. Si on en parle qu'en bien. Tous les assassinats qui ont été commis pendant la période révolutionnaire, on n'en parle pas. L'œuvre compte 469 pages et est disponible chez les libraires au prix de 20 000 francs CFA. Colonel de l'armée à la retraite, Laurent Charles Ouattara est actuellement 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, à la découverte de ce slammer dont la poésie chante les zones précaires de Ouagadougou. Sa particularité, il dit ses textes en langue nationale morée et se veut être le porte-parole des zones non loties. Retenez son nom d'artiste, Dabros Nolotizine. Reportage avec Aruna Mari. Ces textes slamés à Morée suscitent l'admiration des internautes au Burkina Faso. L'auteur du single Embargo qui cartonne en ce moment, c'est cet homme, Dabros Nolotizine, aux jeunes des bas quartiers. Embargo, il faut dire que ça fait beaucoup plus référence à cette jeunesse-là qui souffre vraiment dans sa peau. Et quand vous voyez ces jeunes mourir au désert, dans les océans et autres là, tout ça, c'est embargo. Voilà, c'est parce que tout simplement, on trouve que nous sommes sous embargo dans notre propre pays et il faut qu'on sorte forcément pour aller se chercher. Le jeune slameur parle de malgouvernance et des conditions de vie dans les quartiers précaires. Sa passion pour le slam est née à l'espace culturel Gambidi. J'étais animateur à la radio dans les années 2008-2009. C'est là que j'ai commencé à slammer mes premiers textes poèmes parce que j'étais plutôt un poète. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'essayer en autre langue que le français? Dans ses textes, Dabros utilise l'humour pour véhiculer ses messages. Au-delà de la musique, le slam est aussi un canal pour magnifier la richesse des langues nationales. Il dit ses textes en moré, donc ça a tout de suite été quelque chose d'original. Et puis il a toute une démarche, il prend comme prétexte la zone non lotie pour être une sorte de porte-parole de cette population-là, pour dénoncer en fait toutes les injustices qu'il lui-même il ressent quand il se promène dans la ville de Ouagadougou. Donc, moi je l'encourage beaucoup parce qu'il valorise aussi nos langues. Parce que pourquoi pas demain imaginer un slammer qui travaille dans la langue Djoula, Peul, Bissa, etc. Bon, tout est possible. Dabros est aussi animateur radio. L'artiste prépare activement la sortie de son album. Le single Embargo est donc un ballon d'essai
pour tester l'accueil du public. Un public qui pourra savourer l'immensité de son talent en février prochain, date prévue pour la dédicace de son tout premier album. Et puis cet incendie à Ouaga Inter, dans la capitale burkinabé, un camion de marchandises a pris feu et s'est consumé complètement cet après-midi. Images et commentaires avec Roger Kam et Abdoulaye Kabouré. Ce n'est pas l'incinération des produits prohibés. C'est bien une semi-remorque pleine de marchandises qui a pris feu à Ouaga Inter. Ceux qui étaient sur place ont assisté impuissamment à la consommation totale du véhicule qui chargeait des tubes de colle, des selles de vélo et autres articles en caoutchouc. Le feu s'est propagé et a entamé ce véhicule voisin, qui sera vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L'incendie a commencé vers 14h passées, puisque nous on était en train de prier. Dès qu'on a fini de prier, on voit que le fumier ça commence à sortir dans le véhicule un peu. Et l'autre chauffeur m'a signalé, on est couru venir, on a commencé à appeler les sapeurs-pompiers jusqu'à ces 14h35 qu'ils ont pu référer les sapeurs-pompiers. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé, vers 15h, moi, qu'ils ont commencé à venir. Le premier véhicule était là, mais il n'y avait pas suffisamment de l'eau. Nous avons été contactés sur le 18 aux environs de 14h35 pour un feu de véhicule transportant du matériel divers au CCVA. Nous nous sommes déportés immédiatement sur les lieux, mais à notre arrivée, le camion était déjà complètement embrasé et il y avait un deuxième à côté. Nous avons pu rapidement couper les propagations vers ce camion-là et actuellement la situation est sous contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer et les pertes sont estimées à plus de 10 millions de francs CFA. Cette situation est récurrente, selon le directeur en charge de la gestion de Ouaga Inter. La sécurité, comme vous le savez, c'est une affaire de tous. Tous les clients, tous les usagers, tous ceux qui donc, sont sur la plateforme sont concernés par la question de la sécurité. Nous faisons face à des situations dans lesquelles vous avez des feux qui sont faits dans les fourneaux pour boire du thé, pour préparer donc des repas. C'est que nous avertissons donc chaque fois à interpeller ceux sur lesquels nous nous avertissons à interpeller les équipages pour qu'ils les évitent. Au moment où nous quittions les lieux, la situation était sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité étaient également là pour sécuriser le périmètre. À l'étranger, en Tunisie, le 7e anniversaire de la révolution de Jasmeh célébré dans un climat tendu. En effet, le président Ben Ali avait pris la fuite pour l'Arabie Saoudite le 14 janvier 2011, mais 7 ans après, les manifestants sont toujours dans la rue. Après plusieurs jours de manifestations et d'émeutes contre l'austérité, le gouvernement tunisien tente de calmer la colère alors que le pays marque le 7e anniversaire de sa révolution qui avait été le déclencheur du printemps arabe. Le ministre des Affaires sociales a dévoilé une série de mesures à destination des plus défavorisés, notamment une augmentation de l'allocation sociale pour les familles pauvres. Cette allocation, dit-il, passera de 150 dinars à 180 et 210 dinars en fonction du nombre d'enfants. Ce plan, qui prévoit également une aide à l'accès à la propriété et une couverture médicale pour tous, est chiffré à plus de 70 millions de dinars, soit près de 25 millions d'euros. Il doit bénéficier à 120 000 personnes. 7 ans après la Révolution, nombre de Tunisiens estiment avoir gagné en liberté mais perdu en qualité de vie. Le chômage touche 15% de la population et le pouvoir d'achat est grignoté par les hausses d'impôts. Nous sommes dimanche et ce dimanche sport avec Christelle Dabré. Christelle, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Nous parlons d'abord du résumé de la deuxième journée du championnat des locaux au Maroc. Exactement, le 5e CHAN donc, qui est en train de se dérouler au Maroc et ça a commencé depuis hier avec la démonstration en force du Maroc devant la Mauritanie. Le Maroc confirme donc son statut de leader en battant donc la Mauritanie 4-0. Et ce dimanche, dans le groupe A, toujours basé à Casablanca, le Soudan a disposé de la Guinée-Conakry 2-1. Et dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a été surprise donc par la Namibie 1-0. On voit ces deux rencontres avec Salif Ouedraogo.
Toujours on n'a pas les images donc, de ces deux rencontres, mais sachez que présentement se joue la troisième opposition de ce dimanche avec la Zambie et l'Ouganda. À la mi-temps, donc, le score était de 1 but partout. Et demain lundi, on va continuer avec le programme. Demain lundi, dans le groupe C, groupe de Tanger, à 16h30 en direct sur la RTB, vous aurez... Donc, on nous signale donc que les images sont prêtes. On va voir les deux résumés de la rencontre du jour. Soudan, Guinée-Conakry, 2-1 pour le Soudan. Et dans le groupe B, donc, groupe de Marrakech, la Namibie a surpris la Côte d'Ivoire, 1-0. Et Christelle, vous étiez en train de nous parler du programme de demain, mardi, et également l'entrée en compétition du Burkina. Demain, donc, lundi, donc, c'est le groupe basé à Tanger, comme je le disais, donc, qui disputera sa première journée. À 16h30, en direct sur la RTB, vous aurez le face-à-face Libye, Guinée équatoriale, et à 19h30 en léger différé Nigeria, Rwanda. Et le mardi, tous les regards de Burkinabé seront donc tournés du côté de Agadir avec l'entrée en lice de notre pays. Ça sera face au Palancas Negras de l'Angola et ce match sera suivi à 19h30 de Cameroun-Congo dans le groupe D. Il faut dire donc que les étalons ont rejoint et Agadir hier après donc leur séjour en Tunisie pour la préparation avec deux matchs amicaux qui se sont soldés. Le premier face à l'équipe olympique de la Tunisie, 0 but partout, et le deuxième, les étalons ont pris de la confiance en venant à bout de la Libye, 2-0. Et Christelle, on va certainement terminer par l'Open de karaté à Ouagadougou. Exactement. Et les Burkinabés, donc, à domicile, ont fait fort après donc, leur brillante victoire à Cotonou au Tika Zone 3. Les Burkinabés ont remis le couvert cette fois-ci à domicile et c'est pas moins de 150 karatékas qui se sont donné rendez-vous à Ouagadougou et avec des karatékas venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Bénin, que ce soit en individuel ou en équipe, les locaux se sont montrés à leur avantage en s'imposant en kata et en kumité dans les différentes catégories. Un tremplin donc pour les Burkinabés pour se préparer au tournoi international du Tika Zone 3 qui aura lieu ici même à Ouagadougou au mois d'avril prochain. Merci à vous, Christelle Dabré. J'espère que les téléspectateurs ont pu saisir quelque chose de cette intervention parce que vous l'aurez compris, des soucis dans la réalisation de ce journal, également des soucis et des désagréments techniques au niveau de la qualité sonore des éléments qui vous ont été proposés ce soir. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques que nous avons vécus au cours de ce journal. Vous Nikino, si vous permettez, tout cela reviendra au cours du magazine des sports. Ça sera demain à 21h, même s'ils n'ont rien vu. Séance de rattrapage demain à 21h sur nos antennes. Merci. Merci également à vous pour votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.